Ok, bon, salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre framework, une librairie MVVM. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le MVVM, c'est-à-dire Model, View, View Model. Et Angular, c'est du MV étoile, donc ça peut faire du MVVM, React aussi, ça peut faire du MVVM. Et comme ça, 20 d'autres, 20 ou même plus, autres frameworks. Et en fait, je trouve que Vue sort un peu du lot. Donc même si c'est un autre MVVM, parmi tous ces MVVM qui sont sortis en plus à la suite les uns des autres, on aurait dit que tout le monde a eu envie de faire son MVVM à un moment donné, quand il y a eu Angular et React qui sont commencés à devenir un peu plus connus. Et je trouve que Vue arrive à taper dans le bon équilibre entre les différentes capacités d'un MVVM et les difficultés qu'un MVVM pour que ça soit un peu mieux et que ça se sente beaucoup mieux dans le code. Donc d'abord, l'état de Vue aujourd'hui, Vue n'a pas encore n'a pas une version stable, ne suit pas le same versioning pour le moment. C'est-à-dire que la version qui existe stable, qui est à 0.12. quelque chose, a des breaking change entre la 0.11 et la 0.12. Mais il y a une version 1 qui, elle, va suivre le same versioning, qui arrive bientôt et qui peut déjà être utilisée parce qu'elle existe en bêta et en alpha. Donc en alpha pour faire la migration, parce qu'elle affiche des warnings par rapport aux différents changements qui sont des directives, on va dire, des choses qui n'existent plus et qui ont été remplacées par d'autres noms surtout. Et la bêta qui est en fait une pré-release tout simplement. Donc avant je vous ai dit que pour moi c'était juste elle était un peu différente aux autres, elle arrivait à taper dans le bon principe bien. Et en fait je trouve que l'équilibre performance-usabilité de cette librairie est vraiment bien, parce que si tu regardes une librairie comme Angular 1, tu vas avoir une usabilité qui est vraiment géniale parce que tu as plein de choses out of the box que tu peux faire. Tu peux carrément avoir le routeur, même si on utilise tous les routeurs pour les routeurs de base. Et de l'autre côté, tu as des librairies très performantes comme React ou Mithrid si on veut, et où l'usabilité n'est pas si bonne. Il faut écrire plein de choses à la main, notamment React, on en fait, on sait que c'est lourd à écrire comparé à Angular par exemple. Ensuite, c'est orienté composant. Donc React, c'est vrai que ça peut être orienté composant. Angular, c'est pas du tout orienté composant. Angular 1, par exemple, c'est pas orienté du tout composant. Polymer, Angular 2 sont orientés composant. C'est un mode qui se fait, qui est pas, enfin, c'est une mode des composants en ce moment. Et c'est pas anodin, c'est vraiment pratique pour organiser son application. On va voir pourquoi ça structure mieux ton code et on arrive à avoir une architecture vraiment plus propre. Puis finalement, c'est une communauté très active. Donc même si on n'a pas entendu parler beaucoup, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le framework et se dire « Ah, je ne vais pas trouver d'aide sur ce sujet ». La doc est bien construite. Par contre, la doc pour la version 1 est encore en cheminement. Et ce qui est compliqué, par exemple, c'est aller trouver ces petits changements, notamment, comme exemple, titre exemple, Verypit qui change en VForm. Je vais voir plus tard écrit. Donc ça, il faut le trouver dans les issues, parce qu'il y a des références. On dit voilà l'état de la dernière, de la syntaxe en ce moment, qui a changé, etc. Mais autrement, il y a des chats, il y a Gitter, où on peut poser des questions et les gens vont répondre très réactivement. Et notamment, il ne faut pas non plus se soucier des issues, donc des bugs, parce que dès qu'on ouvre un bug, il est fermé dans la journée. Et il est résolu, bien sûr. Résolu, à moins que ce soit un truc majeur, mais je n'ai pas vu encore ce cas. Ok, donc commençons par un Hello World. Donc à droite, je vais mettre plusieurs fois du code à gauche, et à droite c'est l'implémentation avec Vue.js. Donc vu que c'est des slides en HTML, je peux me permettre de faire directement l'implémentation, ce qui est assez cool. On va retrouver ici l'HTML et le JS. Donc ce sera, on a le modèle ici et la vue. Le modèle correspond plutôt aux données. Le reste c'est le view model, c'est l'objet qui fait le lien. Donc ici on a tout simplement un input qui a un vModel à une valeur, une variable qui s'appelle value de type texte. Et puis on l'affiche avec une syntaxe de moustache classique comme Angular. Puis ça donne tout simplement ça. Donc on modifie, ça réactive. Niveau code, on va lier nos données à un élément HTML. Donc c'est comme le NGApp, on va dire. Ça ressemble au NGApp. En React, je ne sais pas trop comment c'est, mais je pense que c'est orienté composant, je pense que c'est un peu différent. Donc L c'est pour element et c'est un sélecteur CSS. Puis ensuite data c'est notre modèle, donc ici il contient que value qui est une string et qui est utilisée ici. Alors ici on instancie une vue. Vue ça va être tout ce qu'on fait. On instancie tout le temps des vues, c'est les composants, c'est tout. C'est le view model en question et c'est lui qui va faire
la synchronisation entre le modèle et la vue. Donc on va commencer du coup par un peu de vocabulaire, vu que j'ai introduit un peu de mots. J'espère que c'est pas trop que ça reste compréhensible au niveau vocabulaire de ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais bon, ça va s'éclaircir un peu. Les directives, c'est un des composants de vue. C'est tout ce qui commence par V en principe. Il y a tout ce qui commence par V. C'est les directives natives de la librairie. Donc vModel, vIf, vShow, vFor, etc. Et aussi les custom directives, qui ne commencent pas forcément par V, parce qu'on peut, c'est nous-mêmes qui les écrivons, donc nous-mêmes on décide comment elles sont écrites. Donc là par exemple, vModel c'est une directive, type c'est une attribut natif, c'est pas une directive du tout. On verra pourquoi c'est important, parce que ce qu'on écrit dedans n'est pas du tout la même chose. Et c'est là un des points forts de Vue, c'est qu'il est assez rigoureux sur ça, et c'est assez pratique pour le code. Donc le VM, c'est le viewModel. Donc chaque fois qu'on fait new view, on en crée un, et ça permet de faire tout simplement la synchronisation entre les données. Ça gère aussi les événements, un sujet qui ne sera pas très abordé sur la présentation. Et c'est vraiment que ça. Les filtres, ça permet de modifier la donnée avant de la passer à la vue sans vouloir vraiment changer notre modèle. Donc ça arrive très souvent, et je pense que tout le monde a utilisé des filtres à présent. Et c'est tout, c'est vraiment que ça les bases de vocabulaire. Donc on peut passer aux fonctionnalités basiques, aux choses qu'on s'attend de n'importe quel MVVM. Donc le show, le if, le vShow et if, donc très différent pareil dans le concept, très différent internement. Le vShow il va appliquer un CSS displayNone, tandis que le vIf va enlever l'élément du HTML et le réinsérer. Donc ici, donc un petit exemple à droite, avec une checkbox, avec une valeur du coup booléenne. Quand je clique, j'ai l'image qui apparaît, quand je reclique, je l'enlève. Et avec un texte qui est variable selon la valeur, avec une ternère ici. Donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a pas grand chose de nouveau. Il y a simplement le type qui a changé ici, et ici la variable. Puis ici on voit vShow avec la variable en question, qui est une image tout simplement, tout simplement. On a le vFor, donc vFor, la répétition classique très utilisée. Ça ressemble beaucoup à Angular. On fait vFor et on fait objet dans collection. Puis après, on peut utiliser les valeurs qu'il y a à l'intérieur en tirant des moustaches ou soit. Ici, l'exemple est très simple. Il y a un tableau avec 0 et 1 à la base. Et j'ai rajouté deux boutons qui font pusher un élément ou pop un élément. Donc ça met à jour le tableau en question. Les transitions. C'est ce qui va nous permettre surtout d'appliquer des animations à nos contenus. Généralement, quand ils sont, c'est toujours quand ils sont insérés et supprimés. Donc ici, j'ai repris l'ours qu'on avait avant, mais j'ai rajouté une transition. Donc il y a simplement ce petit effet de hauteur qui change. Et tout ça, c'est géré avec un CSS ici, donc qui a une hauteur définie. Et on rajoute des classes qui seront rajoutées sur l'élément pendant les transitions pour changer la hauteur. Et vu qu'il y a transition all ici, on va pouvoir voir l'effet de transition. Puis ensuite, ça se traduit ici par on va dire, un attribut. C'est pas une directive, c'est très important, c'est pas une directive. La directive est vIf, et transition n'a aucun sens sur un composant qui ne va pas être inséré ou supprimé du contenu. Donc ça s'utilise notamment avec vIf et vFor. Parce que les transitions, c'est du CSS appliqué avec du vShow, par exemple, ça n'aurait aucun sens. Si on met du vShow, il va juste disparaître sans aucune transition. Et ici, il faut dire que c'est du texte, c'est une valeur littérale, c'est pas une variable. Donc c'est pour ça que je tiens à faire la différenciation entre directives et les attributs, c'est très important. Et en fait, on peut rajouter aussi, si on fait des transitions en custom, on peut rajouter du JS avec des hooks, donc pour contrôler avec une librairie externe si on veut tout ce qui est animation. Ici, on met du texte et ça crée tout simplement les règles CSS qu'on peut utiliser. Au niveau des événements, on peut les gérer aussi, donc ce qui serait ngChange par exemple sur Angular, ou ngSubmit aussi, on peut écrire par-dessus. Donc la façon de l'écrire, normalement c'est avec un von2.submit, et on peut également utiliser un shorthand qui est le arrobase. Donc les éléments, c'est non seulement les éléments natifs, donc les clics, les submits, etc., mais c'est aussi des éléments customisés qu'on peut créer nous-mêmes et que les composants peuvent émettre vers le haut pour dispatcher des informations à ses parents.
au niveau des filtres, rien d'impressionnant. Le filtre le plus classique, JSON, que je pense que tout le monde a dû utiliser au moins une fois dans sa vie pour débugger du code. Très pratique pour voir les données. Comme le JSON, il y a aussi quelques autres filtres à implémenter de base sur la librairie. Et on peut bien sûr implémenter ses propres filtres. Ils peuvent accepter des paramètres, notamment pour order by par exemple, on peut choisir l'ordre, si c'est croissant ou décroissant. Donc là, c'est un peu tout au niveau des fonctionnalités de base de Vue.js. Et en même temps, c'est pas tout. Parce que c'est vraiment dans la philosophie de Vue.js, c'est de garder un cœur qui est vraiment fonctionnel, pratique, facile d'utilisation, mais pas en faire plus. D'ailleurs, c'est très à la mode au moment, enfin, c'est très à la mode, ça a toujours été à la mode depuis NPM, c'est de faire une seule chose et de le faire bien. Et donc, si on veut rajouter des fonctionnalités comme le routeur, que tout le monde en a besoin dès qu'on fait du SPA, donc Single Page Application, il y a des plugins de Vue Router qui sont développés par la même organisation qui développe Vue.js. Il y a également ressources pour faire le HTTP GET, le HTTP POST, des choses comme ça. Et on peut retrouver beaucoup plus de plugins comme Validator pour rajouter la validation sur un champ de texte avant de faire du submit. Ensuite, il y a les conventions. Donc avant, j'ai parlé de directives et d'attributs. Et ce qui se passe, c'est que les conventions sur Vue ne sont pas faites pour faire chier aux développeurs, comme c'est le cas d'Angular 1. Ça peut être le cas d'Angular 1, parce qu'on te force à écrire le code d'une certaine façon. Quand tu as besoin d'un composant en Angular, il faut que tu crées une factory ou un service, etc. Tu ne peux pas le réutiliser sur une autre librairie. Et l'idée des conventions sur Vue.js, c'est que tout soit clair pendant qu'on code. Donc dès qu'on est en train d'écrire notre directive, on sait que dans la directive, on va mettre un truc, une expression par exemple. Et on va essayer de regarder la doc pour ce genre de choses. Donc on commence par ça, les directives. Elles sont toujours réactives, c'est très simple. Donc dès qu'on a les v-link, les custom directives, on a toujours une expression dedans. Donc ça peut être une variable, ça peut être une ternaire, ça peut être une fonction. Donc si on veut écrire du texte littéral dedans, il faut mettre le modificateur .littéral. C'est le cas des... donc ça, c'est v-link, c'est un truc de Vue Router, par exemple. On peut mettre des routes avec des v-link. Et donc là, par exemple, il faudrait mettre littéral. Donc tout ça, c'est dans l'esprit de garder une consistance au niveau de son code et rendre le code beaucoup plus lisible. Parce que du coup, on sait aussi... Enfin, le code, là, c'est la vue. C'est pas du code. Là, on voit que c'est du littéral et qu'on n'aura pas une expression dedans. Juste en le lisant. A l'opposé, on a les attributs sont toujours non réactifs. Donc les attributs, que ce soit natifs ou non natifs. Donc les attributs non natifs, il y avait transition par exemple, c'est un attribut non natif. Donc si on veut les rendre réactifs, il faut rajouter un vbind qui permet tout simplement de dire bah là tu vas binder une expression. Donc c'est comme si on avait une directive. Et encore une fois, c'est lisible. Et le shorthand, c'est 2 points. De la même façon que le shorthand pour les v-on, c'était un arrobase, ici le vbind, c'est 2 points. Et aussi, dans les composants, il faut dire qu'on peut passer des attributs aux composants, ça reste des attributs et non pas des directives, du coup il faut les binder aussi, parce que sinon ils sont non réactifs par défaut. Donc oui, je m'excuse, c'est pas du tout expliqué. Un composant, je vais pas passer du tout sur les composants. Les composants web, c'est juste un tag que tu vas décrire et qui va inclure de l'HTML, on va dire, tout simplement de l'HTML qu'on écrit à côté. Et donc on veut passer certainement des variables, des valeurs à ce composant pour qu'il ait un certain comportement. Donc là, je prendrai un exemple qui sera affiché plus tard, c'est une contact card. Il faut bien sûr passer le contact. Donc là, on le bind d'un utilisateur pour qu'il soit mis à jour automatiquement, etc. Avec des données réactives. Le message binding, donc c'est très pratique. Et sur Vue, ils se sont dit, attention, il y a des gens qui commencent à l'utiliser dans les directives et tout, ça commence à être galère, tu lis le code, tu sais plus si c'est une directive, etc. Donc, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les accolades que dans des nœuds ou dans des attributs natifs. Sachant que les attributs natifs, on peut aussi utiliser les vbind, comme on a vu tout à l'heure avec le source qui change. Du coup, on peut écrire... Enfin, c'est les deux façons, les deux usages qu'on fait, c'est quand on met source n'importe quel attribut natif. Notamment, on peut l'utiliser avec ID, par exemple, si on veut faire du binding d'une seule fois. Donc ça existe aussi sur Angular, parce que c'est généralement quelque chose qui n'a pas changé. Et pour le texte, par contre, c'est vraiment plus lisible. Après, c'est une question de goût, bien sûr, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Il y a d'autres directives pour faire du texte de toute façon, avec des textes, faire du binding sur des noms.
Donc une fois qu'on a vu ça, on peut passer au component system, qui est la plus grosse partie, enfin la plus grosse partie, la partie la plus intéressante de vue, et celle qui ajoute aussi le plus de valeur. Donc, on commence par les avantages. C'est dry, je crois qu'on ne voit pas le en bas. Dry, donc opposé à wet. Dry pour don't repeat yourself et wet pour write everything twice. Parce qu'on peut réutiliser les composants qu'on écrit à un endroit à un autre endroit. Ça te force à structurer ton code bien mieux, parce que tu fais une hiérarchie finalement de composants. Ton application elle-même, c'est un composant qui inclut des composants qui vont être la vue, la recherche, la barre, le menu, etc. Et tu peux relire facilement le code, parce que dans ton code, du coup, tu vas voir vraiment ce qu'il dit. Ce qui t'intéresse, c'est une vue un peu plus abstraite, de plus haut niveau, mais finalement, si tu es dans un fichier en train de lire, dans ton index, en train de lire ton app, bon, ça sera un composant, tu vas dans ton composant app, tu verras, il y a le menu, il y a une vue, etc. Et ça sera bien plus facile à lire. Donc, ça, c'est si on reprend un code qui est tout mis dans une page. Donc là, il n'y a aucun composant. L'idée, c'est de vous montrer qu'on peut factoriser le code facilement, et que c'est un des avantages aussi, c'est qu'on peut, ça force un peu à refactoriser notre propre code, ce qui est quand même positif. Ici, on a tout simplement une recherche de contact, donc avec un formulaire ici, un input pour écrire, un événement qui récupère les résultats, et le bouton d'envoi. Puis ensuite, on voit les résultats en question, donc avec une grille, on va dire, et un vFor qui affiche les contacts. Donc les contacts, c'est très simple, c'est une image, le nom et le prénom, pour simplifier. Donc déjà, on peut commencer par factoriser ce qui est la recherche et la vue des contacts, parce que c'est sûrement des choses qu'on va utiliser plus souvent. Donc la recherche, on peut par exemple remplacer ça par un composant propre qu'on écrira à côté. Bien sûr, ce n'est pas écrit sur le composant, ça c'est ce qu'on écrit pour utiliser le composant. Donc finalement, on va voir qu'on passe ici la fonction dont on avait besoin, qui est sûrement associée au scope parent. Enfin, le scope, il n'y a pas de scope. Désolé pour ça. Donc, qui est associé au modèle, au VM parent. On le bind parce que sinon c'est littéral. Et ensuite, on affiche les résultats, donc exactement pareil. On bind les contacts, donc une variable contact. Ensuite, bien évidemment, dans notre contact grid, il faut aussi rajouter quelque chose. Donc là, ça serait le contenu du composant d'un contact grid, par exemple. Donc on verrait la grille en question, puis les contacts, qu'on a encore une fois factorisés, même si ça ne représente qu'une image et un nom et un prénom. Et ici, on voit qu'on retrouve le vFor sur un composant, qu'on peut aussi utiliser, bien sûr. Et on bind le contact, les données du contact en question. Pour les flows de données, bon là vous avez vu qu'on passait les données vers le bas, vers les composants avec du binding, et en fait on va passer les données vers le haut, vers les parents avec des events. Généralement c'est comme ça que ça marche le flow. Après on peut bien sûr utiliser les autres façons. Mais ça c'est le plus pratique, c'est d'avoir des composants qui vont donner des infos à ces enfants, parce que quand on les passe, on va voir tout à l'heure, ils ne sont pas modifiables par les enfants par défaut. Et ensuite les enfants vont peut-être faire quelques données, notamment si on a un composant de recherche, bon, c'est pas l'exemple qui est là, mais selon la structuration qu'on fait pour notre recherche, on aura un composant de recherche qui va exécuter une certaine query, il va envoyer les données aux parents, qui va se charger en fait de remettre à jour, sur les enfants. Donc finalement, on voit que l'événement part de la recherche vers son parent, pour ensuite mettre à jour les propriétés, enfin les attributs, qui vont partir vers l'enfant. Et attention, les custom events ne marchent que sur les composants. Ça ne marche pas sur une image, par exemple, sur un P, etc. Donc là, par exemple, quand je parlais des recherches, ça serait ready, donc c'est un custom event, ça n'existe pas, c'est un truc natif. On appelle la fonction visual payload quand on a cet événement. Je t'ai parlé des bindings. Donc des bindings, quand je parle des bindings, c'est les moustaches et vbind, bien sûr. Et je vous ai dit que les composants, ils reçoivent des données, mais ils ne peuvent pas les modifier. Donc les modifications se font que down. Donc c'est le père qui va pouvoir agir sur les données, mais si le fils, le composant en question, agit sur les données, aucune modification sera effective sur le vrai modèle, sur le vrai objet. Donc par défaut, c'est ce qui se passe, c'est quand on met deux points propres, c'est one way, ce qu'on appelle du one way. Mais on peut bien sûr faire du sync, donc pour faire du two way, c'est-à-dire le composant va pouvoir modifier la valeur. Ça s'utilise notamment quand on crée des composants
qui sont des checkbox par exemple, notamment si on veut faire un binding vue strap, donc ça fait bootstrap de vue MDL, par exemple pour Material Design Lite, on va utiliser surtout ce genre de binding parce qu'on veut que la variable soit modifiée par le composant. Et on a également le once qui s'utilise de temps en temps. C'est quand on veut le binder qu'à l'initialisation. Généralement c'est une valeur littérale qui est du coup utilisée dans un composant. Je l'ai déjà utilisé par exemple pour des ID. Donc quand on a une checkbox en Material Design Lite, le label est associé à un ID, donc avec le for, et l'input doit avoir cet ID. Donc ça se fait une seule fois, pas besoin de créer des watchers sur cette variable parce qu'elle ne va jamais changer. C'est donc l'exemple de la checkbox. Donc c'est un vrai composant qui existe, que j'ai créé moi-même, et qui synchronise du coup sur la valeur checked du VM parent. Et intérieurement, bien sûr, il y a un vmodel vers cette variable. Pour les données asynchrones, on peut sur Vue gérer ça avec un wait for, donc un attribut qui permet d'attendre que les données soient chargées. C'est un événement, bien sûr, c'est pas les données data-loaded, c'est un événement. Et l'important ici, c'est que le composant ne sera pas inséré dans le DOM tant qu'il n'a pas reçu cet événement. C'est assez classique, donc sûrement beaucoup de routeurs s'en servent aussi pour faire éviter que l'élément soit inséré avant que les données ne soient pas disponibles et qu'on se retrouve avec des trucs vides. Les hooks. Donc les hooks, c'est comme vu, c'est très orienté événement, mais sinon événement, même si je ne parle pas tellement d'événements ici, parce que c'est un usage un peu plus avancé. Et en fait, quand on crée des composants, il y a pas mal d'événements de hooks qui se situent donc à la création d'événements, donc avant la compilation, après la compilation, avant l'insertion dans le DOM, après l'insertion dans le DOM, avant la destruction, après la destruction, etc. Ces hooks permettent de contrôler si jamais on a des actions. Donc ici, ce que je prends, c'est un exemple très classique, c'est Material Design Lite, encore une fois. Donc il faut upgrader ces composants si on les insère dynamiquement dans le DOM. Et ça se fera avec le hook ready, qui est en fait, une fois que le composant a été inséré dans le DOM, il a déjà été compilé bien sûr, on upgrade l'élément. Donc this qui fait référence au VM et $L qui fait référence à l'élément du composant. Alors je vous ai parlé de ce que c'est les composants. Je vais vous parler de comment les écrire. Parce que on peut bien sûr écrire des composants en écrivant le HTML d'un côté, le JS d'un autre, le style d'un autre, ou dans un fichier en JS dégueulasse avec ta string en inline. Donc le truc surtout pas à faire bien sûr. Vous faites pas mal comme ça, c'est pas bon pour votre santé. On va en fait utiliser un format qui s'appelle Vue, très original, qui contient du coup notre HTML et notre JS. Donc c'est un peu ce qu'on pourrait comparer à JSX. Sauf que je crois bien qu'en JSX on retournait des fois des templates en string, ce qui était assez chiant à utiliser et surtout lisible. Donc ici, ce qu'on voit c'est un fichier Vue qui contient deux délimiteurs ici, template et script. Donc, le deuxième script n'est pas visible. Template va contenir notre HTML, donc notre vue. Donc on l'écrit tel quel. Généralement, c'est une bonne pratique de mettre un seul par an, parce qu'il faut savoir que le composant, l'HTML qu'on écrit comme composant, donc par exemple contact card, search bar, est remplacé par ça. Du coup, si on a plusieurs par an, on va dire, on n'a pas un nœud par an, et ben ça ne sera pas très facile à débugger, on va faire des manipulations dessus. Puis le script ici, donc du JS. Et donc après, on se dit, on pourrait faire encore mieux, et si on veut faire du Kofi, on veut faire du JAD, etc. Et ben c'est assez pratique parce qu'on peut rajouter du lang sur la balise en question, et on peut utiliser le langage. Et c'est encore mieux parce qu'on se dit, des fois j'ai le style que j'aimerais quand même rajouter sur mon HTML, je ne vais pas le mettre sur un fichier à part, en plus j'aimerais bien l'avoir que sur ce composant, etc. Donc on peut rajouter le style aussi, avec style, et on peut bien sûr en changer le langage. Et on peut faire encore mieux, donc c'est pas mis sur la diapo, on peut dire que le style soit scopé sur le composant, c'est-à-dire qu'on peut écrire du style tel quel. On peut mettre h1 égale red si on veut, pardon, si on veut faire chier. Et ça sera actif que sur le composant. Si on met scoped, qui est un attribut qu'on rajoute sur le style, en plus de langue, donc sans argument bien sûr. Et c'est quand même un truc qu'on va sur aucun, j'ai pas trouvé sur d'autres frameworks que ça, le scope. Et c'est assez pratique, parce que du coup tu vas te retrouver avec vraiment tout ton composant sur un seul fichier.
généralement c'est quelque chose d'atomique, c'est-à-dire on n'a pas à avoir des choses sur les différentes parties d'un composant sur différents fichiers, c'est une mauvaise pratique au sens où ton composant c'est un composant à part entière. Quand tu es en train de modifier ton view model, tu veux aussi faire des retouches sur ton HTML et tu vas retrouver avec deux fichiers ouverts. Là tu auras le même fichier ouvert. D'autres gens vont te dire oh c'est trop long. Non, généralement le composant c'est plutôt court, ça va pas faire 200 lignes. Le composant il faut refactoriser, c'est assez clair. Donc c'est vraiment un bon usage, une bonne pratique de Vue.js. Donc bien sûr je vais parler du format, mais je vais parler de quoi en faire. C'est pas un truc qui existe depuis longtemps, ça se transforme. Donc si on fait du Browserify par exemple, parce que différent d'Angular, React je pense qu'il faut faire du Browserify aussi bien sûr, ou d'autres, du Webpack. Donc à différence d'Angular 1, il faut utiliser un packager pour pouvoir gérer toutes les dépendances et leurs dépendances. Donc si on fait du Browserify pour transformer les vues en JS, on a du Vueify qui va finalement intégrer, donc transformer l'HTML en string et la mettre toute dégueulasse, parce que c'est la seule façon qu'on peut faire. Angular 1 fait pareil, mais nous on le voit pas et on dit que c'est très joli. Et en Webpack, on a VueLoader qui transforme aussi les fichiers vus. Il y a bien sûr des exemples pour les deux qui sont assez cool, parce que si je me souviens bien, il n'y avait pas de test, mais je me suis basé sur ça pour commencer des projets, et c'est assez pratique. Alors j'ai fait pas mal de Browserify, et je conseille aux gens qui n'ont pas fait de Webpack de tester Webpack, parce que pour le coup, il y a vraiment une amélioration au niveau performance, sur Vue en tout cas. Donc une fois qu'on a vu tout ça, je vais vous parler d'un vrai composant. Donc c'est le MDL checkbox. Donc c'est sur un repo qui s'appelle VueMDL. Donc je crois qu'il y a quelques gens qui ont mis une étoile. Donc l'idée est tout simplement de porter Material Design Lite à Vue. Et ici je vais montrer le template et le script. Il n'y a pas de style parce que le style est géré par Material Design Lite. Donc il y a plein de... c'est du JAD, je viens pour faire plus court parce que sinon c'était beaucoup trop gros. Il y a plein de classes sur les items, c'est comme ça que marche Material Design Lite. C'est un peu chiant à écrire, moche on peut dire. Et donc c'est là qu'on retrouve ce dont j'ai parlé avant, c'est le multi-typing d'un once. J'aurais parfaitement pu écrire deux points forts .once au lieu de ça. C'est une question de goût. Et ici je retrouve le vmodel à checked. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'ai montré comment on utilisait ce composant, on faisait un sync. Et cela suffit pour que la variable soit passée en haut et en bas. Alors, du coup, pour les composants en Material Design Lite, il y a deux trucs. Il y a un, quand ils sont insérés indéfiniment, il faut les upgrader pour qu'ils aient tout le CSS qui convient, parce qu'ils sont... C'est assez marrant, déjà si on trouve que c'est assez dégueulasse quand on écrit le code de Material Design Lite, il faut faire, c'est assez marrant quand on va regarder en quoi ça devient, parce qu'il y a plein de classes qui se rajoutent encore plus, et encore plus d'éléments qui se rajoutent, c'est assez drôle. Donc il faut d'une part le transformer quand il est inséré, d'autre part gérer le style en fonction de la variable. Par exemple, pour une checkbox, quand il est checked, il y a une classe isChecked qui se rajoute, il faut gérer ça, et la supprimer quand elle n'est pas là. Alors, il y a plusieurs façons de faire, il faut le dire, on peut faire de plusieurs façons. Là, j'utilise un watch, je vais le faire autrement. Donc, tout d'abord, donc ça c'est un composant, c'est ce qu'on appelle le code d'un composant. C'est un ViewModel, donc si vous remarquez, c'est un objet, c'est le coffee. C'est un objet qui contient data, props et d'autres attributs. Contenir des hooks aussi, d'ailleurs, c'est un hook ici. Et ça, c'est passé ensuite à une instance, enfin, on crée une instance vue avec ça, pour créer notre composant final. Donc ici, les props c'est les attributs. Donc j'ai un ID, un checked et disabled. On peut spécifier des validations pour les attributs si on veut que ça soit une valeur entre 0 et 10 par exemple. Pourquoi pas. On a le type et si c'est nécessaire ou pas. Quand c'est nécessaire et que l'utilisateur n'a le type ne le met pas, il va se retrouver avec un warning sur la console du navigateur. Donc ici j'ai l'ID, le checked et le disabled. Et j'ai dans mon ready une ligne importante, c'est le component. Donc ça c'est un truc Material Design Lite, c'est component handler upgrade element. Et on utilise this.element, donc qui est l'élément en question qu'on veut upgrader. Puis ensuite,
Donc là, c'est une des méthodes pour avoir une classe dynamique. Je fais un class toggler. Donc c'est une fonction purifiée. Qui ne connaît pas les fonctions purifiées? C'est pas mal, il y a quand même pas mal de gens qui font ça. Donc les fonctions purifiées, c'est quand on prend une fonction et on fixe, certains arguments. Donc là, par exemple, c'est une fonction qui prend en argument la nouvelle valeur et qui prend aussi en argument, avant ça, la classe à toggler. Donc c'est pour ça que c'est une fonction purifiée, c'est parce que je fixe le premier argument qui sera la classe et je laisse quand même la valeur qui est finalement la nouvelle valeur de checked. Ici j'utilise un watch. Donc c'est 10.watch, ça permet de watcher des variables. Les watchers, il faut savoir que ça marche par batch, on va dire, pas par batch. Elles sont faites une seule fois par cycle, c'est-à-dire on peut modifier la variable autant de fois qu'on veut. Le watch, c'est fait qu'une seule fois. À moins qu'on spécifie de faire un watch lazy, qu'on peut le faire, si on veut savoir quand la variable s'est modifiée à chaque fois. Et donc ça, c'est une des méthodes. Donc le push, ça, on s'en fout. C'est pour... on le voit même pas, je crois, mais en gros, c'est pour le libérer après parce qu'il faut en watcher la variable. C'est même pas nécessaire vu que l'élément est détruit, donc les watchers sont détruits avec. Et donc il y a une autre façon de faire que je n'ai pas parlé dans la présentation. Je pense qu'on laissera ça un peu plus tard. Et c'est tout. C'est tout. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment les bases du JS. Si vous êtes intéressé, les ressources, il y en a plein. Et si vous avez des questions, je suis là pour. Si jamais vous pensez qu'un truc n'est pas faisable en JS, je peux vous répondre aussi. Il y a plein de choses que je n'ai pas parlé. Donc les slots, les partiels, les composants variables, on peut faire des composants qui sont dynamiques, notamment par exemple sur un dashboard, il y a un exemple. On peut avoir des éléments, c'est des composants finalement, et on peut dire component is, le tag component c'est un truc spécial, et le is c'est un attribut, donc on peut le binder à une variable, et le composant va se réinsérer en fonction de cette variable. Il y a plein de choses super sympas JS pour faire des usages assez avancés. Merci. Parce que l'idée de React, c'est d'être très performant. Or, la performance, il y a une limite. Donc, on n'a pas toujours besoin d'une performance super. Enfin, pas toujours beaucoup. Mais à moins que tu aies vraiment quelque chose qui soit très... je ne connais pas tout. Il y a des benchmarks sur Internet, mais ça ne reflète jamais rien. Les benchmarks sur les MVVM, c'est vraiment pourri. Ça ne veut rien dire. Parce que ça utilise une fonctionnalité particulière du MVVM et certaines sont utilisées. Mais je crois bien que React serait plus efficace sur des composants très intensifs au niveau des données. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit le cas. Et sinon, pour tout ce qui est application le plus générique, j'utiliserai Vue. Avant que l'autre. Tu as une autre idée sinon, est-ce que tu utilises React? Non, je ne connais pas beaucoup, là, j'arrive un peu au milieu de la présentation, mais je ne saurais pas trop dire quels sont les avantages comparé à React. Je sais pas si tu en as parlé. Les avantages, oui, c'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. L'usabilité est beaucoup meilleure. Donc, tu n'as pas plein de choses manuelles. En React aussi, il y a un petit problème de conception. C'est que tu as souvent ta logique qui est liée à ta vue. Et ça, si tu as des designers par exemple, souvent c'est chiant. Alors qu'avec Vue, tu sépares vraiment ta vue du code. Et bon, d'ailleurs, la personne qui le fait, le core contributor, c'est un mec à double compétence, designer, un développeur, qui travaille à Meteor. Et il disait que pour lui, c'était important d'avoir cette vue. Et il n'y a pas de virtual DOM sur Angular, sur Vue.js. C'est du shadow DOM. Il met les choses dans le DOM, mais il les enlève et il les garde en mémoire un peu. Je ne sais plus trop comment ça marchait internalement, cette histoire de shadow DOM. Mais il ne garde pas une copie du DOM super rapide à utiliser en interne. Tu l'as déjà utilisé sur un projet Ouais.
Sur le gros projet en prod, non, parce que je ne mets pas trop. Enfin, en prod, ça va tout mon compte en prod. J'ai utilisé avec du Electron. Un projet utilisé par des vrais gens et des personnes. Alors pour le coup, sur un web projet, j'avais commencé une application en Electron. Donc finalement c'est du web, hein, c'est mon briquet. Et j'ai dû passer sur d'autres choses au moment, donc elle est en pause. Elle n'était pas utilisable. Mais il y a des gens qui utilisent carrément les versions bêta en prod. Et ils n'ont pas de soucis. J'ai pas les noms en tête, mais on peut les voir sur le dépôt GitHub. Et sinon, je trouve, enfin, vu comment c'est réactif dans le dépôt, si jamais tu as un bug, ou si jamais tu sais pas comment faire quelque chose, tu vas très vite trouver des aides de vrais gens qui utilisent aussi Flamenc, et je trouve ça assez cool. C'était des mecs qui poussent en logique. Il y a quelques, enfin, je crois qu'il y a quelques gens qui l'utilisent. Qui poussent, tu vois, qui font Des pubs là-dessus, je pense pas qu'il y en fasse. Alors, je sais pas comment trouver. Je suis pas sûr qu'ils aient une page sur où ils disent qui l'utilise. Sur le site est plutôt bien, même si c'est la version 12, les exemples et tout sont assez cool. Et sinon la description du projet, comment ça marche, avec des petits schémas et tout, est vraiment sympa. J'arrive pas à la retrouver, mais je l'ai vu. En fait, c'est surtout des gens qui commentent sur les issues et disent on l'utilise sur ce projet, c'est trop cool. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Mais c'est un projet qui peut s'utiliser en prod. Enfin, il est ready pour la prod. Oui. Il y a l'aéroport de Prague qui utilise. Entre autres. Ce qui est nickel. Merci. Des questions? On peut aller manger. C'est une petite question sur le learning curve. Par exemple, Angular, c'est très facile au début, mais ça devient rapidement plus chaotique. Sur Vue, qu'est-ce que tu en penses? Vue, j'ai trouvé ça super bien. La curve, elle est alors peut-être le coût d'entrée. Le coût d'entrée honnêtement est le même que pour Angular. Bah, vous avez vu, je pense que sur les exemples, je sais pas ce que vous avez pensé sur les exemples. Ça ressemble pas mal à Angular. Et il n'y a plus tous les trucs. Ah, mais en fait, tu veux faire ça sur Angular? Ah, mais il y a cette directive qui fait et tu vas faire passer les composants, les variables comme ça. Je ne vais pas retrouver trop ça. Il y a vraiment une base très solide, plutôt simple. Et je trouve que tu apprends vite à écrire tes propres composants. La doc est meilleure. En fait, plus une doc est petite et complète, mieux c'est. Plus un projet est petit, plus c'est facile de lire une documentation. C'est pas comme Angular pour le coup. Moi je dirais que la linéarité elle est quand même c'est plutôt linéaire. Pas linéaire, elle est comment elle est. Ça se stagne un peu vite. Et est-ce que, par exemple, si on veut imaginer l'utiliser en remplaçant Angular complètement, par exemple, pour tout ça de routine, la logique, elle se mettrait comme quoi selon vous? La logique, on va toujours dans le ViewModel. Donc c'est le ViewModel qui se charge qui fait la liaison entre les données et les modèles, et ça sera toujours dans JavaScript, ou dans le Coffee, ou dans le S6. Et là, du coup, il n'y aurait plus moyen de faire un composant spécial navigation comme ça. Si, pourquoi pas. Pour toi, le composant navigation, c'est des tables, un menu. Ouais. Si, carrément, tu peux avoir des composants, tu peux le sous-diviser et tu peux émettre des événements qui vont remonter vers ton parent pour dire il faut changer la rue, par exemple. C'est vraiment, il y a vraiment une orientation au niveau événement qui est poussée, mais des fois, tu n'en as vraiment pas besoin, tu peux passer des fonctions, tu peux appeler des fonctions aussi. Moi, personnellement, je pense que je ferais plutôt avec des événements. Je passerais les événements vers le haut, et ça serait le composant qui est le moyen de numérique que je l'ai mis, qui gérait les transitions pour lui, il faut le Sinon, j'aimerais avoir des retours du coup sur ce que vous pensez de Vue.js à l'issue de la formation. Oui, c'est De quoi? oui, c'est Les autres? Pas de série. Steve. Ça te tente?
Ça doit vraiment, au niveau de l'obligation de bien structurer son code, ça fait vraiment. Là où je suis bien inquiet, c'est sur la génération du DOM. Tu disais tout à l'heure que ça faisait un truc crade. Non, crade. Ce que je veux dire, c'est que quand tu lis ton code, tu as les composants, donc les tags qui sont écrits tels quels. Mais après, donc, quand tu lis le code de l'HTML, quand tu es sur la page, bah, tu vas lire, c'est tout découpé. C'est comme si tu foldais, c'est comme si tu avais des folds pour tout le monde, c'est clair les folds pour tout le monde, et que tu étendais tous les folds. Mais en plus de ça, il y a les tags en question personnalisés disparaissent. C'est ce que c'est clair ça. Et je dirais que c'était crade si tu fais un truc à ne pas faire, et il y a vraiment peu de cas où tu le fais, c'est où tu n'as pas un seul parent sur ton composant. Si tu mets deux divs sans que l'une soit imbriquée dans l'autre, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de sens parce que en fait de toute façon tu peux toujours imbriquer par un div parent en plus, c'est vraiment bête. Mais du coup là ça devient plus compliqué de gérer les éléments parce que ton élément, tu vois ton 10 $ élément, c'est pas un seul élément, c'est un tableau, je sais même plus comment il est géré ça exactement. Ça se gère, mais c'est pas conseillé. Il y a très peu de trucs qui sont pas conseillés. Il y a des best practices, mais c'est pas comme Angular 1 qui te dit que tu fais comme ça. Et du coup, quand tu inscrites le DOM, c'est vraiment moche. Non, bah, on peut faire des tests. Mais c'est jouable quand même, on peut débugger. Tu peux carrément débugger, et en plus, tu as aussi des trucs pour inspecter le view model, qui sera le scope. Donc, comme pour React Angular. Donc si je me place sur un exemple, donc ici par exemple, donc si je fais donc mon bloc ici, je l'ai trouvé, donc j'ai ici l'ID, donc c'est là que j'ai le je peux faire plus, le plus ça marche sur ça? Ouais. Ouais. Après on va pas manger. Mais hop, de toute façon ce qui compte c'est ça. Donc ici moi j'ai la petite extension Chrome qui va avec, et donc on peut voir, bah il n'y a que show, donc on voit que show. Et au niveau du DOM ça donne ça, on a un div class block. Alors j'ai fait ça pour mettre en place. Pour mettre en place, il y a un peu de... c'est du flexbox. Mais sinon, ça je l'ai mis, alors que je l'ai pas mis dans l'exemple pour simplifier, parce que c'était vraiment que du display block, je crois, comme ça. Et tu as le type ici, donc tu vois qu'il n'y a pas vraiment de différence. Le form, ratio check, donc c'est le même ID que j'ai écrit. Et donc dans l'image, c'est là que ça change, il y a le ratio qui est disparu. Tu le verras pas. Mais c'est carrément lisible, t'as rien à faire de trucs bizarres. Ça répond bien à tes questions.